Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre avec Bernard Minier que nous recevons pour la première fois. Bernard Minier, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Merci, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous vous recevons à l'occasion de la parution en avril du deuxième thriller ayant pour héroïne Lucia Guerrero, qui est policière d'élite à Madrid. Ce livre s'intitule « Les Effacés » et il est publié aux éditions IXO. Il fait donc suite à Lucia, qui lui est sorti également aux éditions Pocket l'an dernier. Alors les lecteurs vous ont découvert en 2011 grâce à Glacé, et depuis vous nous faites frissonner au rythme quasi régulier d'un thriller à chaque année, puisque Les Effacés est votre 12e roman. Une nouvelle héroïne, donc, est venue permettre à Martin Servaz, votre personnage fétiche jusqu'à présent, de respirer un peu. Pouvez-vous nous présenter Lucia, s'il vous plaît ? Lucia, alors, comment présenter Lucia ? Lucia, c'est effectivement, elle est très différente de Martin, puisque la plupart de mes lecteurs connaissent Martin Servaz par cœur, parfois même mieux que moi. Et parce que moi, les anciens, je les oublie. Il y a longtemps que je les ai écrits. Lucie, en fait, je voulais un nouveau point de vue. Martin, c'est pas moi. Hein. Je sais que Flaubert disait toujours Madame Bovary, c'est moi. Moi, je suis pas Martin Servaz. Et heureusement, parce que le pauvre. Mais en même temps, c'est quand même un homme de ma génération, pas loin. C'est quelqu'un qui était un policier toulousain. Moi, j'ai fait des études fort peu glorieuses à Toulouse, mais j'ai grandi au pied des Pyrénées. Donc, on a beaucoup de points communs. Et donc, le point de vue de Martin est quand même assez proche de mon point de vue sur pas mal de choses, pas toujours. Et là, je voulais un point de vue différent. Donc, je me suis dit, je vais prendre une femme, dont on va changer radicalement. Comme j'ai des racines espagnoles, je vais prendre une espagnole. Je vais prendre une nouvelle génération. Elle est plus jeune, elle a 40 ans. Et donc, ça me permet un point de vue. Alors, pourquoi j'ai choisi une femme espagnole qui a la quarantaine ? Parce que j'aurais pu choisir n'importe quelle autre nationalité ou n'importe quelle autre génération. En fait, il se trouve que j'ai pas très loin de moi, si j'ose dire, quelqu'un qui est une femme, qui a la quarantaine, qui est espagnole, qui a le même caractère que Lucia, autant dire que c'est pas facile tous les jours, mais qui n'est pas du tout dans la Guardia Civile ou policière. Mais bon, voilà, j'avais un modèle au départ et qui me permettait de dire différemment des choses aussi différentes sur une société qui n'est pas la société française, qui est la société espagnole, qui néanmoins aujourd'hui, ce sont deux sociétés très proches l'une de l'autre, qui connaissent les mêmes mots, qui ont les mêmes difficultés, qui, pour plein de raisons, se ressemblent beaucoup, avec aussi quelques différences. Et donc, c'était ça l'idée. J'avais envie de changer un peu de Martin Servaz, parce que je l'aime beaucoup, Martin, mais de temps en temps, j'ai quand même envie de le mettre en vacances. Quand j'ai écrit, je ne sais pas combien de romans, ça doit être le 8e avec Martin Servaz, au bout de 8 romans, de temps en temps, j'ai envie qu'il fasse sa vie de son côté, sans l'auteur. Mais bon, ça n'arrive jamais, évidemment. Alors, Lucia est lieutenant à l'UCO, l'unité centrale opérationnelle de Madrid. Quelles sont ses qualités, tant personnelles que professionnelles, qui lui permettent de diriger une équipe d'élite alors qu'elle est quand même plutôt jeune pour cela ? Elle n'est pas si jeune que ça en réalité, parce que je crois qu'elle a 45 ans maintenant dans Les Effacés ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai rendu visite, j'ai rencontré les enquêteurs et les enquêtrices de la UCO, l'unité centrale opérationnelle qui sont dans la banlieue de Madrid. Leur siège est dans la banlieue de Madrid. Alors, il faut savoir que la UCO, c'est un service très spécialisé dans les enquêtes criminelles. C'est des gens très pointus. C'est des gens qui sont... ça n'existe... Il n'y a pas l'équivalent en France. Ça dépend de la Guardia Civile, mais c'est quand même un service très à part. Je crois qu'il n'y a pas l'équivalent en France parce qu'en France, les services de police ou même de gendarmerie, les sections de recherche de gendarmerie, les services de police, les services régionaux de police judiciaire sont attachés à une région, comme leur nom l'indique. C'est-à-dire que Martin Servaz, qui est au CRPJ de Toulouse, ne va pas enquêter, sauf nécessité de l'enquête à Lille ou à... D'ailleurs, à Lille et à Charcot. Donc, maintenant, il est à Paris. Enfin, il est à Paris aussi, Charcot. Mais bon. Et en Espagne, la UCO peut être envoyée partout sur le territoire espagnol. Dès qu'une enquête est complexe, dès que l'investigation n'avance pas, que les services locaux, régionaux n'arrivent pas, la UCO prend le dossier en main et c'est donc un service très spécialisé. Et en fait, moi, pour leur avoir rendu visite,
la moyenne d'âge est assez basse. Hein. En fait, même Lucia fait quasiment partie des plus âgés. Ce sont des enquêteurs qui ont moyenne d'âge entre 35 et 40 ans. Ce sont souvent des gens qui ont fait des études, ce sont souvent des gens que la Guardia Civile a recrutés à la sortie de l'université ou des choses comme ça. Après, ils ont passé les concours, etc. Mais la moyenne d'âge est assez jeune. Il y a aussi des anciens qui sont là pour apporter leur expérience et qui d'ailleurs sont surnommés les caïmans. À cause de leur âge. Donc, mais globalement, c'est quand même des enquêteurs assez jeunes. Donc en fait, non, elle n'est pas si jeune que ça par rapport à la moyenne âge du service. Alors, sur quoi Lucia va-t-elle être amenée à enquêter dans les effacés? Alors, dans les effacés, effectivement, il n'y a pas une investigation, mais il y en a deux. Il y a 2 enquêtes parallèles. D'ailleurs, j'ai envisagé à un moment donné de doubler le prix du roman, puisque vous avez 2 enquêtes pour le prix d'une. Mais bon, c'est pas l'idée. Dans le prologue, elle se trouve en fait en Galice, où évidemment je me suis rendu, hein, bien entendu, en Galice, où elle enquête sur des femmes qui disparaissent. Mais alors ces femmes, ce sont ces femmes qui se lèvent tôt, qui se lèvent avant tout le monde pour faire le ménage dans les bureaux, pour aller travailler dans les boulangeries ou ailleurs, ou là en l'occurrence dans les fabriques de glace de Galice, puisque c'est quand même il y a une industrie de la pêche très développée. Et donc, ce sont ces femmes, ces invisibles qui se lèvent avant tout le monde pour que quand les gens comme moi se réveillent, tout soit déjà en train de fonctionner, que la société tourne, qu'on voit ces gens qu'on ne voit pas forcément. Et il se trouve que là, dans le roman, quand le roman démarre, hein, je ne spoile rien, il y en a déjà plusieurs qui ont été kidnappées sur le chemin du travail, et c'est évidemment pas anodin. Et donc Lucia est en train de mener cette enquête-là quand on la rapatrie en urgence à Madrid, dès le prologue, hein, c'est vraiment au début du livre, parce qu'à Madrid, une des plus grandes fortunes d'Espagne, Marta Millán, a été assassinée, retrouvée assassinée à la fois dans son... Alors je dis à la fois parce que vous comprendrez pourquoi. À la fois dans son penthouse dans le centre de Madrid et dans sa résidence d'été qui est un peu au nord de Madrid. Et en plus, l'assassin, enfin le tueur ou la tueuse, on ne sait pas, a laissé sur le mur le message « Tuons les riches ». Et évidemment... Et il va y avoir ensuite assez rapidement une autre victime qui fait partie aussi des grandes fortunes espagnoles. Et donc la priorité pour sa hiérarchie, et même y compris jusqu'au ministre, c'est d'abord de trouver le tueur de riches plutôt que celui qui kidnappe et qui tue des femmes en Galice. Et donc en fait, Lucia est partagée entre ces 2 enquêtes. Elle voudrait résoudre la première enquête en Galice autant que la seconde. Mais sauf qu'on lui dit la priorité, c'est la seconde, c'est pas la première. La première, tu la laisses à Arias, qui est son adjoint. Toi, tu t'occupes de ça. Et évidemment, ça va être un va-et-vient entre les deux. Et elle veut vraiment mener les 2 investigations à bien. Et c'est donc évidemment une façon de montrer la différence de traitement qu'il peut y avoir entre l'assassinat de cette Marta Millán, qui est une figure de la jet set, qui apparaît dans les magazines People, qui est inspirée elle aussi d'une personne réelle, en fait, d'une des figures de la jet set espagnole, une très grande fortune. Beaucoup des aspects de cette victime-là sont empruntés à cette personne-là, même si évidemment j'ai changé le nom et certains autres aspects, parce qu'étant donné que mes romans sont traduits en Espagne, j'ai pas envie de me retrouver avec un procès. Surtout que pour l'instant, elle est toujours vivante. Hein. Personne n'a encore eu l'idée d'imiter le roman. Et donc voilà, il y a ces 2 enquêtes. Et en plus, on peut le dire, mais ça va venir assez vite, non seulement il y a ces 2 enquêtes, mais assez rapidement, Lucia, qui est une femme quand même dans un milieu d'hommes, la Guardia Civile, ça reste un milieu d'hommes, même s'il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans la Guardia Civile aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, Lucia va se retrouver avec un harceleur moral, quelqu'un qui lui envoie des messages insultants, des messages menaçants, on ne sait pas qui c'est, qui s'en prend à elle pour le simple fait que non seulement c'est une femme, mais qu'en plus c'est une des femmes les plus en vue de la Guardia Civile, puisqu'elle a, dans le premier volume et au préalable, mené des enquêtes qui l'ont amené finalement à faire la une de la presse, à apparaître dans la presse et à être en quelque sorte un peu la vitrine de son service. Alors, je ne suis pas certaine que tout le monde dans le public ait déjà lu Lucia ou Les Effacés. J'aimerais que vous nous parliez du prologue, du prologue par exemple de Lucia, qui est une scène d'introduction très marquante. Donc, est-ce que la scène d'introduction est particulièrement déterminante lorsqu'il s'agit d'un thriller ? Est-ce que lorsque vous écrivez ce premier tableau, vous voulez que le lecteur le garde en mémoire tout au long du livre ou même après ? Comment savez-vous qu'une scène d'introduction est réussie ?
C'est qu'une scène d'introduction est réussie, je le sais par instinct et par expérience finalement. Au début, quand j'ai écrit Glacé, je doutais énormément. J'étais pas du tout sûr que ce que j'écrivais c'était bien, que ça fonctionnait. Je me rappelle, les 60 premières pages de Glacé sont restées enfermées dans un tiroir pendant plusieurs années. Mais comme je faisais des concours de nouvelles, j'en ai fait beaucoup. C'est à l'occasion d'un concours de nouvelles où j'avais le deuxième prix. Monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Chambert avait le premier prix. On a fait connaissance. Il était un grand spécialiste du roman policier. Il avait fait une thèse sur Thierry Jonquet. Et on s'était dit, tiens, on pourrait écrire un roman policier à quatre mains. Et j'avais soumis ces 60 pages qui dormaient au fond d'un tiroir. J'avais dit, c'est pas terrible, tu verras, peut-être que c'est pas mal, mais je suis pas convaincu. Et c'était les 60 premières pages de Glacé. Il m'a dit, mais non, c'est vachement bien, continue. Donc en fait, au début, je doutais beaucoup, j'étais pas du tout certain de ce que je faisais. Aujourd'hui, avec l'expérience, je sais si une scène est réussie, si elle fonctionne ou si elle fonctionne pas, en général, ça. Et alors pourquoi les prologues sont importants ? Bah oui, parce que, comme disait Aristote, c'est le premier moteur. Donc dès les premières pages, il faut attraper le lecteur, il faut le plonger dans son histoire, il faut lui donner envie de... Et en même temps, il ne faut pas donner trop d'explications, parce que je fais aussi des ateliers d'écriture, je donne un peu des conseils et des cours, et j'explique aux auteurs débutants, ne mettez pas tout dans vos premières pages, ne bombardez pas, n'ensevelissez pas votre lecteur sous des tonnes d'informations, parce que vous allez le perdre. Mais en même temps, il faut que ces premières pages... je compare souvent ça, le roman, à un restaurant. Je leur dis, avant que... Alors, c'est encore plus vrai pour quand vous êtes un auteur inconnu ou que vous débutez et que personne ne connaît votre nom, évidemment. Avant que le lecteur goûte votre cuisine, comme un client d'un restaurant qui goûterait la cuisine, il faut déjà arriver à le convaincre de rentrer dans le restaurant. Donc ça, c'est le rôle des premières pages, des premières lignes, de la 4e de couverture. Il faut le convaincre de rentrer dans le restaurant. Et en plus, imaginez-vous que non seulement votre livre est un restaurant, mais c'est un restaurant dans une rue où il y a plein de restaurants, parce que sur les tables des libraires, il y a plein de livres. Et donc la difficulté, elle est là. Et c'est un peu le rôle du prologue, des premières pages, c'est une forme de promesse. Je crois que c'est Stephen King qui dit que les premières pages dans un roman, c'est une lune de miel. Au départ, évidemment, le lecteur a pris votre roman, il veut le lire, donc il vous fait confiance. Mais cette lune de miel, elle ne dure que quelques pages. C'est au bout de 5, 10 ou 20 pages, il n'y a rien qui se passe, c'est fichu, quoi. Le mariage ne sera pas consommé, en quelque sorte. Donc c'est un peu le rôle du prologue. Alors, comment est-ce que vous procédez lorsque vous êtes en écriture ? Est-ce que la fin est déjà écrite ou est-ce que vous passez la scène d'introduction, vous y allez petit à petit ? Alors moi, j'ai une écriture très linéaire. C'est-à-dire, je commence par la page 1 et je termine à la page 400 ou 500. Je n'écris jamais des scènes à l'avance. En revanche, quand je commence à écrire, je sais déjà tout ce qui va se passer. En gros, j'ai toutes mes scènes, j'ai ma bible des personnages qui est très détaillée, j'ai plein d'informations, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour écrire. Mais quand le jour où je me décide à écrire la première ligne, le premier paragraphe, je sais déjà grosso modo tout ce qui va se passer dans le livre. Il y a toute cette préparation en amont parce que aussi il me faut beaucoup d'informations. Il y a une lectrice tout à l'heure parmi vous qui m'a dit on apprend plein de choses dans vos livres et puis on a toujours besoin d'aller sur internet pour vérifier telle information ou écouter tel morceau de musique que vous avez cité. Et voilà, toute cette information que j'accumule, je l'accumule en général en amont de l'écriture, mais aussi pendant l'écriture. Donc oui, quand je commence à écrire, je sais où je vais. Mais il y a toujours des surprises, heureusement, parce que sinon je m'ennuierais si je me levais tous les matins sachant exactement comment va se passer ma journée, ça serait terriblement ennuyeux. Donc il y a toujours des moments où effectivement je m'aperçois que telle scène ne fonctionne pas, que mon personnage ne peut pas faire ça, que finalement j'ai une idée qui est encore meilleure. Je l'ai très très souvent dit, quasiment presque à chaque fois. Il y a une phrase de Didier Van Kovlart que je trouve très juste. Il dit un plan c'est comme une route, c'est fait pour être quitté. Et oui, il faut quitter la route de temps en temps pour découvrir ce qui est un peu à côté. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de supprimer un personnage en cours de route, par exemple ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Quand le personnage ne sert pas à grand-chose ou finalement quand le personnage ne fonctionne pas, oui, il faut pas hésiter. Alors moi, je fais beaucoup de citations parce que quand les gens ont dit des choses mieux que moi, autant les dire à leur façon. Je crois qu'il y a un monsieur qui s'appelait Arthur Killier Couch, donc ça va être en anglais, ça je pense, qui disait « Tuez vos chéris ».
C'est-à-dire, même si une phrase vous paraît formidable, même si vous avez écrit tel paragraphe qui est magnifiquement écrit, même si vous avez ce personnage, si ce paragraphe ne sert à rien, si ce personnage ne sert à rien, dézinguez-le. Vous n'êtes pas là pour regarder écrire, vous êtes là pour raconter une histoire et pour emballer le lecteur. Et le lecteur, c'est pas une leçon d'écriture qu'il veut, le lecteur, c'est une histoire, une bonne histoire. Est-ce qu'il est compliqué de choisir le nom de ces personnages, surtout lorsqu'ils seront récurrents ? Ah, c'est marrant, ça, on dirait des questions de gens qui veulent écrire. Parce que je sais que c'est souvent les questions qui reviennent quand les gens essaient d'écrire. Alors le nom des personnages, c'est très important. Moi, je conseille toujours à ceux qui veulent écrire, donc, de les choisir très vite. Parce que dès que vous avez le nom d'un personnage, votre personnage va prendre une certaine couleur. Tout d'un coup, il va sortir de la brume, il va sortir du flou. Le nom du personnage, c'est très important. Ça a quasiment une influence sur votre façon de voir le personnage. Et évidemment, il faut choisir beaucoup plus soigneusement le nom des personnages principaux que des personnages secondaires. Mais même les personnages secondaires, après, il ne faut pas que les personnages secondaires aient des noms trop impactants, trop marquants, trop évidents, parce que sinon ils prennent trop de place par rapport aux personnages principaux. Donc tout ça, c'est un dosage assez savant. Mais oui, les noms des personnages, c'est extrêmement important, bien sûr. Et pourquoi ce titre, Les Effacés ? Alors les Effacés, c'est parce que j'ai parlé de ces femmes qui sont au début dans le prologue et qui sont dans le reste du livre également, puisque les deux enquêtes vont être suivies par Lucia et par Arias, son adjoint. Ce sont ces invisibles, hein, ce sont ces femmes qui se lèvent très tôt et qui finalement, quand les gens comme moi arrivent dans la société, sont déjà rentrées chez elles ou ont déjà disparu. Et là, en plus, elles sont doublement effacées puisqu'il y a un mystérieux personnage qui les efface de la surface de la Terre. Donc elles sont effacées à plus d'un titre. Elles sont effacées parce que la hiérarchie de Lucia veut qu'elles s'occupent de ces ultra-riches, et elles sont effacées par ce personnage qui les kidnappe et qui rend leur cadavre 5 jours plus tard. C'est tout ce que j'ai à dire sur les effacés. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'en Espagne, la fracture sociale est la même qu'en France. Même, je ne sais pas, mais il y en a une, oui, bien sûr. L'écart se creuse toujours plus entre les grandes fortunes et le reste de la population. Est-ce que le fait d'écrire du roman policier, du thriller, est-ce que c'était pour justement pointer le doigt sur les dysfonctionnements de la société ? Oui et non. Non, parce que c'est pas un roman social. J'écris pas des romans sociaux. J'écris pas non plus des romans à message ou à thèse. C'est pas, voilà, je suis pas là pour délivrer des messages. Je suis pas là pour donner des leçons. Je suis pas là pour. Mais néanmoins, mes histoires se passent ici et maintenant. Elles se passent dans un contexte qui est la société dans laquelle on vit. Et je suis comme tout un chacun, comme tout le monde ici, je me pose des questions. Je me m'interroge sur quelle direction va prendre la société demain. Je m'interroge sur la direction vers où on va. On voit bien tous les dangers aujourd'hui qui menacent nos sociétés occidentales, hein, aussi bien la française que l'espagnole que plein d'autres, parce que je suis amené avec mes traductions à beaucoup voyager. J'étais il y a 15 jours à Athènes. J'étais en Bulgarie au début de l'année avec Franck Tillier, Michel Bussier et Jérôme Loubry. J'étais en Espagne, j'ai fait une tournée espagnole en février. J'étais en Pologne au mois de mars. Donc je vois bien toutes ces sociétés qui sont traversées par des difficultés qui sont souvent les mêmes. Et comme tout le monde, j'ai pas la réponse à ces questions. Je prétends pas avoir une réponse particulière, mais je me pose les mêmes questions que tout le monde et je traduis ça dans mes histoires, évidemment. Je crois aussi que depuis la chasse, ou peut-être même avant, mes romans, une des questions que posent mes romans, c'est pourquoi finalement notre société elle a cessé de fonctionner. Pourquoi on n'arrive plus à vivre ensemble. Pourquoi on est de plus en plus déchirés. On voit bien qu'on a de plus en plus de difficultés à dialoguer. On a l'impression que chacun est à rebooter campe sur ses positions, que le dialogue est devenu presque impossible dans certaines circonstances et sur certains sujets. Donc, oui, il y a des difficultés aujourd'hui et mes romans les traduisent parce que mes personnages vivent ça au quotidien comme
comme tous mes lecteurs, comme moi-même. Donc, mais c'est pas un roman à thèse. Je suis pas en train de faire la démonstration de quoi que ce soit. Il y a juste le fait que oui, il y a une société espagnole qui, comme la société française, où il y a des gens qui aujourd'hui ont accumulé des richesses qui sont absolument tellement vertigineuses qu'on peut même pas les concevoir. Moi, quelqu'un qui a 100 millions d'euros ou 100 millions de dollars de fortune, je ne sais même pas ce que ça peut représenter, 100 millions de dollars. Parce que si on traduit ça en 100 milliards de dollars, si on traduit ça en millions ou en milliers d'euros, enfin, c'est tellement vertigineux, c'est tellement absurde en même temps. Qu'est-ce que ces gens font de fortune pareille, on se le demande. Donc oui, c'est des questions que je me pose, bien entendu. Mais je n'ai pas la prétention d'avoir des réponses. Alors, dans votre livre, vous parlez justement d'incel, de célibataire involontaire. C'est un nouveau terme qui regroupe des personnes qui vouent une haine aux femmes et qui se sont regroupées. Est-ce que vous pouvez développer ? Alors les incels, oui. Alors moi, il y a 2 ans, je savais même pas que ce terme, je l'ai découvert sur le tard. Je n'en savais pas plus que vous il y a pas très longtemps. Alors c'est un terme anglais, ça veut dire involuntary celibate. Pardon pour l'accent. C'est donc des célibataires involontaires. En fait, c'est des hommes qui ont entre 18 et 35 ans pour la grande majorité d'entre eux et qui n'arrivent pas à entretenir, à maintenir des relations sentimentales, sexuelles avec des femmes, et donc qui forment des espèces de communautés en ligne sur des forums, sur des choses comme ça, où ils s'en prennent aux femmes. Ils reprochent aux femmes finalement pour eux, ils estiment que leurs difficultés avec les femmes viennent des femmes elles-mêmes. Et donc oui, il y a une espèce de haine, non seulement de masculinisme, mais de haine des femmes. Ils estiment que l'homme doit soumettre la femme, que la femme a pris trop de place dans la société, que les femmes écrasent les hommes. Mais c'est très violent, hein. C'est un langage extrêmement violent. Ils prônent d'ailleurs des formes de violence assez inquiétantes, voire plus. Et alors c'est un phénomène qui est né, comme souvent dans les pays anglo-saxons, donc c'est souvent des forums en anglais. Mais ça existe aussi en Espagne, puisqu'en fait, moi j'ai découvert ce phénomène en parlant avec une criminologue espagnole qui s'appelle Paz Velasco de la Fuente, qui a écrit un livre qui s'appelle Homo Criminalis. Alors il n'est pas traduit en France, hein, il est uniquement en Espagne, et où elle parle de toutes les formes de criminalité qui existent sur Internet. Donc ça peut être ces incels, mais ça peut être aussi du harcèlement moral, du bullying, du harcèlement scolaire, mais à travers les réseaux sociaux, enfin plein d'autres choses. Et les incels, donc c'est cette catégorie. Alors c'est un retour du masculinisme, mais les incels, c'est pas des gens très âgés, hein. Ça va vraiment, c'est des jeunes hommes qui ont ces difficultés-là et qui prônent, oui, une forme de haine des femmes. Et alors il se trouve que Lucia étant un personnage féminin dans un monde d'hommes, la Guardia Civile, en plus qui est, comme je l'ai dit, mise en avant parce qu'elle a résolu des enquêtes, donc elle est apparue dans la presse, donc on a beaucoup parlé d'elle. Ça a suscité des jalousies, voire des haines, et elle est harcelée via des messages par un de ces mystérieux incels. Voilà, bah oui, comme pour le coup, j'ai un personnage féminin. Effectivement, la place de la femme dans la société espagnole ou française, mais aussi la place de la femme dans la Guardia Civile m'intéressait beaucoup. J'ai enquêté aussi sur comment dire, les rapports, en tout cas la situation des femmes qui travaillent dans la Guardia Civile, parce qu'il y a des thèses très intéressantes qui sont parues sur le sujet, avec des témoignages de femmes qui sont rentrées dans la Guardia Civile il y a 30 ans, où c'était effectivement très difficile, c'était vraiment un milieu très macho. Les Guardia Civile qui regardaient ces premières femmes arrivées à la Guardia Civile, les prenaient un peu de haut. Aujourd'hui, ça a radicalement changé. Les femmes qui rentrent dans la Guardia Civile ont un tout autre statut, ont des exigences, ont des revendications. Donc, c'est plus du tout le même rapport. Mais évidemment, c'est pas non plus la même chose si vous êtes dans un service comme la UCO, très spécialisé, avec des gens très pointus, une moyenne d'âge assez basse, dans une ville comme Madrid, ou si vous êtes dans une caserne de la Guardia Civile au fin fond de l'Espagne. J'ai aussi interviewé des Guardia Civile dans le Haut-Aragon pour le premier volume, pour Lucia, le premier. Donc c'était dans un petit village que je connais très bien, puisque j'y vais depuis que j'ai 15 ans, donc je connais tout le monde là-bas. Mais il y a une caserne de la Guardia Civile, c'est un village où il y a 2000 habitants.
Donc je les ai rencontrés, là j'ai vu que des hommes, il y a peut-être des femmes, je ne les ai pas vues. Là le discours est très différent, c'est des vieux guardias civils, souvent c'est des guardias civils en fin de carrière, donc eux c'est des gens qui ont vécu une époque antérieure. Et du reste, je leur ai posé la question, quel genre de criminalité ils avaient dans ce village. Ils m'ont dit des trafics de drogue, mais pas de drogue dure, des vols, mais pas des vols avec violence, des dégradations, assez peu de délinquance. Et j'ai posé la question donc, au guardia civil que j'ai en face de moi. Je leur ai demandé combien d'arrestations vous avez effectuées l'année dernière, par exemple, dans ce village, enfin dans le territoire qu'ils contrôlent. Et ils m'ont répondu une vingtaine. Et je leur ai dit, alors qu'est-ce que c'était comme crime? Et la réponse a été, sur la vingtaine, 17, c'était de la violence faite aux femmes. Donc conjoints, etc. Voilà, sur une vingtaine d'arrestations. Alors, les policiers sont confrontés à de telles horreurs au quotidien que Lucia, c'est dans Les Effacés, se demande si la violence, le sadisme et la prédation ne seraient pas dans l'ordre naturel des choses et la bonté, la justice des inventions humaines qui dysfonctionnent. Est-ce pour cette raison que Lucia agit fréquemment en dehors des procédures? J'ai écrit ça, moi. D'accord. Oui, page 195. Okay. Bon. Oui, en fait, alors c'est une question beaucoup plus large que j'ai eue aussi. La question effectivement du crime. Je crois que c'est, je ne voudrais pas dire, mais je crois que c'est Steven Pinker qui parle de ça, qui parle finalement dans la sélection naturelle, dans le darwinisme, on a aussi sélectionné les gens qui sont des prédateurs, on a aussi sélectionné la sélection naturelle a aussi sélectionné ceux qui sont effectivement la violence fait peut-être partie, la prédation font peut-être aussi partie de la sélection naturelle quelque part. Et ça, c'est la question, ça renvoyait une question plus large qui était la question du mal avec un grand M, puisque j'ai eu il y a quelque temps un débat à la radio avec un philosophe français qui s'appelle Paul Clavier, et qui avait écrit, c'est un philosophe chrétien, il faut préciser, qui avait écrit un essai qui s'appelle L'énigme du mal, parce que lui s'est interrogé sur la place du mal dans la création, puisque la création, d'après, pour lui, est divine, et si Dieu existe, et si Dieu est omnipotent, et si Dieu est omniscient, comment se fait-il que le mal existe? Comment l'expliquer? Et j'avais répondu à cette occasion que même si on enlève Dieu de l'équation, la question n'en demeure pas moins. Pourquoi le mal existe? À quoi sert-il finalement? Pourquoi est-il là? Alors l'une des réponses de certains philosophes, c'est peut-être que le bien est une invention humaine, puisque quand on regarde la nature autour de nous, le mal est partout. Moi, j'en ai pas en ce moment, mais j'ai eu des chats. Quand je voyais mes chats jouer avec un oiseau ou avec une souris, ils ressemblaient plutôt à un tueur en série qu'à autre chose. Je veux dire, ils s'amusaient. C'était extrêmement cruel, un chat qui joue avec une souris. La nature est cruelle. La nature fonctionne de manière extrêmement violente. Et donc, est-ce que le bien est finalement une invention humaine, une invention qui nous permet de faire société, qui nous permet de fonctionner, qui nous permet justement de ne pas être livrés à la guerre de tous contre tous? C'est la question, c'est pareil, j'ai pas la réponse à ça. Mais pour revenir à Lucia, oui, il arrive à Lucia de sortir un peu des clous, de s'affranchir un peu des règles quand elle veut parvenir à ses fins. Elle a un côté comme ça, parce que sinon, si elle passait son temps à enquêter en respectant toujours les règles, ça serait pas rigolo. Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Parce que, en plus, moi, en général, dans mes romans, mes personnages vont résoudre les enquêtes en une dizaine de jours. C'est le cas pour Servas, c'est le cas pour ici, c'est les nécessités de la fiction. C'est là où je m'affranchis du réalisme, alors qu'évidemment, vous le savez tous, une enquête, ça prend des semaines, des mois, voire des années. Mais bon, si je devais l'étaler sur 10 ans, ça serait compliqué. Donc, effectivement, elle est assez rapide, Lucia. Alors, elle est aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, confrontée au harcèlement de certains journalistes. Elle est aussi victime des réseaux sociaux. Est-ce que vous diriez que notre société est de plus en plus fascinée par la violence, par le true crime? Je pense que la réponse est dans la question. Le true crime, ça a effectivement de plus en plus de succès. Donc, ça prouve bien qu'il y a quand même un intérêt, un appétit pour ça. Quand on voit tous ces programmes de true crime qu'il y a sur les plateformes et qui ont un succès fou, on
on voit bien qu'il y a une espèce de fascination, d'attirance, je dirais pas malsaine, je sais pas, est-ce que c'est malsain, est-ce que ça l'est pas, il y a cette forme de curiosité. Alors pour les journalistes précisons, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des journalistes dans la salle, je ne voudrais pas me les mettre à dos. Il y a deux types de journalistes, y compris dans mes romans. Il y a la journaliste des Effacés qui était déjà dans Lucia, Candace Boix, c'est une catalane, qui est donc une journaliste de la presse People, donc qui aime bien, qui est presque un paparazzi quelque part, qui essaie de trouver des scandales, des choses comme ça. Et puis il y a la journaliste, la vraie journaliste d'investigation à l'ancienne qui enquête, qui cherche la vérité. Et ça, c'est plutôt Esther Koppelman dans La Chasse, qui va d'ailleurs sans doute revenir dans le prochain. Et ça me rappelle une phrase d'Henning Mankell, je crois, qui disait qui faisait dire à son personnage de Wallander qu'il y avait deux sortes de journalistes. Il y a les journalistes qui déterrent la vérité et les journalistes qui remettent de la terre par-dessus. Et effectivement, moi j'ai les deux cas de figure. J'ai Candace Bock dans celui-ci, qui est plutôt du deuxième genre, et puis j'ai Esther Koppelman dans La Chasse et dans d'autres romans qui, elle, appartient à la première catégorie. Et voilà, donc il faut. En fait, la littérature de genre y compris, s'intéresse d'abord aux individus. Il faut éviter de généraliser, il faut éviter de caricaturer. On fait toujours la guerre aux clichés. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaie de beaucoup me documenter, beaucoup m'informer. C'est parce que je ne veux jamais tomber dans la caricature. Je veux être assez précis dans ce que je dis. Alors, de temps en temps, un petit cliché, ça fait pas de mal, hein. Ça peut aider. Je suis pas sûr que mes tueurs en série soient toujours autre chose que des clichés, pour certains. Mais j'essaie quand même de m'approcher d'une certaine forme. Je me considère comme un auteur réaliste. Donc j'essaie d'être aussi réaliste que possible, pas dans les crimes, hein. Les crimes sont totalement extravagants, et tant mieux. Mais dans la procédure policière, même si je prends parfois des libertés, comme je l'ai dit, j'essaie quand même d'être assez proche de... Et c'est pour ça que je les rencontre. C'est pour ça que je rencontre les policiers de Toulouse pour Servaz. C'est pour ça que quand j'écris une putain d'histoire, je pars aux États-Unis, à Seattle et dans les îles au large de Seattle, et je rencontre les shérifs locaux, je rencontre la police, le Seattle Police Department, la police criminelle de Seattle, de Bellevue. Je visite leurs services, je les interroge. C'est pour ça que pour les Effacés, j'ai été voir le service de Lucia. Et en plus, ça m'apporte plein d'idées que je n'aurais pas forcément eues. Mais je tiens à tracer à ce que finalement la membrane entre la fiction et le réel soit aussi fine que possible. Par exemple, dans celui-ci, il y a un détail en particulier. Alors, je ne veux pas trop spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais à un moment donné, il y a une scène où Lucia va s'entretenir avec un personnage dont je tairai le nom. Et ce personnage ne veut absolument pas que leur conversation soit enregistrée. Et donc, on vérifie qu'elle n'a pas de micro sur elle, on lui enlève son téléphone. Sauf que le personnage en question a laissé son propre téléphone sur une table et qu'on peut activer le micro de ce téléphone. Alors, il y a sans doute des auteurs, ou pas, qui se seraient dit, je vais écrire la scène, et on active le micro du téléphone et puis basta, quoi. Et ça va fonctionner comme ça. Sauf que moi, je voulais être sûr que ça soit possible et plausible, et que ça soit surtout juridiquement possible en Espagne, pas seulement parce que l'auteur en a envie. Donc, en fait, j'ai déniché une loi de 2015 qui s'appelle la loi Lecrim, qui permet, dans certains cas très précis, en Espagne, je précise, d'activer le micro, à son insu, le micro d'une personne pour enregistrer la conversation, avec l'autorisation d'un juge, toujours, bien sûr. Et donc, je sais aussi qu'en France, parce que j'en ai parlé avec des policiers français, c'est pas possible, parce que je crois que le Conseil constitutionnel a invalidé la chose. Mais en Espagne, c'est possible dans un cas très précis, avec l'autorisation d'un juge. Donc, quand j'ai été voir les enquêteurs de l'AUCO, parce que je me suis enfermé dans une pièce, il y a 4 groupes d'enquête avec les chefs de chaque groupe d'enquête. Je leur ai dit, il y a la loi de 2015, les crimes, machin, qui vous permet, dans une scène, d'activer le micro d'un téléphone. Et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et ils m'ont répondu ceci, ils m'ont dit, oui, c'est vrai, mais ça ne nous arrange pas que vous l'écriviez. Alors du coup, je lui ai demandé, alors je fais quoi? Je l'écris pas.
Et bon, ils ont fini par me dire, allez-y, vous pouvez l'écrire. Et donc, je l'ai écrit, mais je voulais être sûr que ça soit... Alors moi, j'avais déjà trouvé ça sur Internet, cette réponse-là, mais je voulais être sûr que ça soit possible. Après, il m'arrive de me planter. Je peux faire des erreurs comme tout le monde, évidemment. J'en ai faites. J'en connais quelques-unes, parce qu'en général, quand je fais une erreur, j'ai le téléphone qui sonne et j'ai quelques policiers qui me disent « Bernard, tu t'es planté ». Alors, l'UCO possède un service chargé de lutter contre la cybercriminalité. Est-ce que, selon vous, il s'agit de la criminalité la plus difficile à enrayer aujourd'hui, malgré tous les moyens déployés ? Il y a malheureusement, hélas, il y a plein de criminalités qui sont très difficiles à enrayer aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde le sait, on a un gros problème avec la drogue, avec le trafic de drogue, avec les narcos. J'ai été en Belgique il y a pas longtemps. La Belgique aujourd'hui, et même la Hollande, puisque j'étais à Amsterdam il y a 15 jours, ce sont des pays qui sont sur le point de devenir quasiment des narco-États, au même titre que le sont le Mexique et la Colombie, qui sont deux pays aussi que je connais bien, puisque je me suis rendu aussi bien dans l'un que dans l'autre. Ils sont, voilà, les polices belges, par exemple, la police belge aujourd'hui est débordée par le trafic de drogue. Alors, c'est pas dans mes romans, mais ça le sera peut-être un jour. Ils ont même du mal à recruter des policiers, parce que aujourd'hui, les narcotrafiquants n'hésitent pas à menacer physiquement les policiers, à leur dire on sait où vous habitez, on sait où vos enfants vont à l'école, on sait, etc. Et donc, devant une situation pareille, beaucoup de gens hésitent même à rentrer dans la police, à faire ce métier-là. Et en plus de ça, ils ont plein, et c'est le directeur de la police belge qui le dit, ils ont plein de candidats qui se présentent et qui sont en fait des candidats envoyés par les narcotrafiquants eux-mêmes pour infiltrer la police. Et donc, ils sont obligés de surveiller les gens, les postulants, parce qu'ils n'arrivent plus à faire le tri. Et une grande partie, mais c'est une proportion très importante de candidats qui se présentent au concours le sont parce qu'ils sont même envoyés. Donc, la Belgique, la Hollande ont ces difficultés-là, et ça vient chez nous. On sait maintenant que le trafic de drogue est absolument partout, même dans les petites villes, voire dans les villages. Et on a énormément de mal à lutter contre ça. Donc, la cybercriminalité n'est pas la seule criminalité qui est vraiment... mais c'est vrai que la différence avec la cybercriminalité, c'est que Internet, finalement, rapproche tout le monde. Internet, justement, Paz Velasco de la Fuente, cette criminologue espagnole, me disait chaque fois qu'une femme se connecte sur Internet, elle devient une cible potentielle. Et on n'en a pas forcément conscience quand on navigue sur Internet des dangers finalement que ça représente, parce que, alors là aussi c'est elle qui le dit, elle m'expliquait que un agresseur dans la rue, dans la vraie vie, enfin dans la vie réelle, pour agresser et Dieu sait qu'il y en a plein, des agressions, il y en a tous les jours, mais il faut qu'il y ait une proximité physique entre l'agresseur et la victime et l'agressé. Sur Internet, on n'a même plus besoin de cette proximité physique. Il peut être à des centaines de kilomètres, l'agresseur. Internet est un monde aujourd'hui où très souvent, les gens qui naviguent sur Internet n'ont pas réellement conscience qu'en fait, ils sont dans une maison de verre, en quelque part. D'ailleurs, j'ai écrit un roman qui s'appelle Une putain d'histoire, qui parlait déjà un peu de ça. L'île s'appelait Glass Island, l'île de verre, parce que le personnage, ça parlait déjà des réseaux sociaux, de Facebook, etc. Aujourd'hui, quand vous naviguez sur Internet, si vous ne faites pas attention, vous êtes dans une maison de verre. C'est-à-dire que plein de gens peuvent vous observer sans que vous en ayez conscience. J'ai fait aussi un séjour à l'école de police de Nîmes, où j'ai fait un atelier cybercriminalité aussi. Enfin, il y avait plein d'ateliers très intéressants. Et pour aller sur le Darknet, puisqu'on a navigué sur le Darknet, on a utilisé un VPN, on a utilisé une machine dédiée qui n'était pas du tout notre ordinateur habituel. Je déconseille quiconque qui veut aller sur le Darknet de le faire avec son ordinateur ordinaire. Donc eux-mêmes, ils avaient un ordinateur dédié, ils avaient un VPN, on passait par Tor évidemment, mais voilà, il y avait tout un tas de sécurité supplémentaires. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, vous êtes dans une maison de verre et vous n'en avez pas forcément conscience. C'est comme vous étiez chez vous dans le plus simple appareil, en train de vous balader. Il fait nuit noire dehors, il y a plein de gens planqués dans les buissons qui vous observent. C'est un peu ça. J'exagère un peu, mais bon, voilà, c'est pour vous donner une idée, quoi. Alors, comment est Martin Servaz du point de vue justement de l'usage de ces ordinateurs, de la lutte contre cette nouvelle délinquance ? Ah ouais, Martin Servaz, lui, les ordinateurs, c'est niette. Hein.
c'est un peu comme moi en fait. Il est totalement incompétent en matière, et moi aussi d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui le dépasse, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. C'est un technophobe. C'est aussi pour ça que j'ai créé Lucia, parce que Lucia c'est une autre génération, elle est beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Alors Martin, je lui ai adjoint, c'est le cas de le dire. Enfin, j'ai mis à côté de lui dans son équipe des adjoints qui sont plus jeunes, qui sont plus doués, parce que justement lui, il n'est pas du tout. C'est quelqu'un qui est né au XXe siècle et qui donc regarde en quelque sorte ce XXIe siècle avec une forme de stupeur, quoi. Mais cette stupeur, c'est la mienne. Moi, quand je vois le monde changer. J'ai un fils qui a 40 ans, j'ai une fille qui a 45 ans, j'ai des petits-enfants, et je me dis, mais ce monde-là, je ne le reconnais plus, en fait. Je ne sais plus dans quel monde on vit, je suis un peu perdu. Et Servaz, il est un peu comme moi. Et en même temps, il faut bien qu'il affronte tout ça dans le cadre de son métier. Est-ce que vous avez envisagé de réunir Servaz et Lucia ? C'est une question qu'on m'a pas mal posée depuis. En fait, non, pour l'instant, c'est pas prévu. Peut-être que ça va venir. Hein. Je sais que Franck a vu ça avec Charcot et Enbel il y a longtemps déjà. Je ne sais pas. Alors, j'ai des lecteurs qui effectivement aimeraient bien et qui non seulement aimeraient bien, mais je l'ai dit la même chose hier chez Ravi à Quimper parce que ça me faisait rigoler, qui viennent avec des idées. C'est-à-dire qu'ils ont leurs propres idées, c'est un peu, ils m'amènent leurs idées, histoire de dire, si vous voulez écrire une histoire, moi j'en ai une là, et j'ai plus qu'à l'écrire après derrière. Et donc il y a un lecteur effectivement qui a pensé à cette réunion entre Servaz et Lucia, et qui me dit, alors, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire pour ceux qui aiment les séries télé, moi je suis un fan de séries télé, il y a une formidable série qui est sortie il y a quelques années qui s'appelait Bron, qui était une série danoise, où on trouvait sur un pont qui relie le Suède au Danemark, juste à la frontière, on trouvait le cadavre, une victime, et il y avait la moitié du cadavre qui était côté danois et la moitié du cadavre qui était côté suédois, et donc il fallait 2 policiers. Je ne vais pas refaire ça, ça a déjà été fait. Donc je ne vais pas les mettre à cheval dans les Pyrénées sur la frontière. Alors lui, il avait une autre idée, ce lecteur, il n'y a pas longtemps, hein, je crois que c'était il y a 15 jours, il y a 3 semaines. Il m'a expliqué, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la situation. Hein. Il y a une vallée des Pyrénées, puisque ça se passe souvent dans les Pyrénées, mes histoires. Il y a une vallée des Pyrénées où, depuis longtemps, il y a un accord entre les bergers français et les bergers espagnols pour que les bergers espagnols viennent faire la transhumance côté français, et que les estives soient côté français. C'est un vieil accord entre les deux. Donc il m'a dit, il suffit, d'accord, que le berger espagnol passe la frontière, qu'il soit assassiné côté français, et là on pourrait avoir... Je dis, waouh, merveilleux, je le note. Alors, on peut ressentir à travers la plupart de vos livres la passion que vous vouez à la montagne. Je crois que vous avez eu la chance de grandir au pied des Pyrénées. Et d'ailleurs, vous avez accordé un entretien à Fabrice Lardreau. Ça a donné Vallée secrète chez Artaud, c'est ça, hein ? Et donc c'est quoi la question ? La question, c'était vous vouez une passion, véritable passion à la montagne, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Oui, j'ai passé les 17 premières années de ma vie au pied des Pyrénées. Et donc, de fait, pour Glacé, j'ai cherché où situer mon premier roman. Je voulais un décor spectaculaire. Comme vous le savez, puisque mes lecteurs le savent très bien, c'est souvent la géographie, le décor, le climat, les atmosphères sont très présents dans mes romans. J'ai évidemment pensé tout de suite à ces Pyrénées que j'avais eu devant les yeux pendant toute mon enfance et mon adolescence, et évidemment une vallée dans les Pyrénées, dans la neige, en plein hiver, c'était vraiment un cadre parfait. Et puis finalement une chose en entraînant une autre, c'est devenu un peu mon territoire. Alors, c'est pas tellement le fait de la montagne. Oui, effectivement, j'aime beaucoup la montagne et j'y retourne de temps en temps, mais c'est plutôt que moi j'aime les auteurs qui ont un territoire en fait. Je pense à Inge Mankell que j'ai déjà cité. Inge Mankell, c'est la Scanie, c'est cette petite région au sud de la Suède, et en particulier la ville d'Ystad. Alors je ne sais pas si vous connaissez, parce que dans les romans d'Inge Mankell, il se passe plein de trucs. Alors, il y a quasiment une révolution informatique mondiale qui se passe dans la muraille invisible, je crois, qui est déclenchée par le fait que quelqu'un va tirer de l'argent dans le DAB sur la place principale d'Ystad. Vous imaginez le truc. Et il se passe des choses absolument, des tueurs en série et tout. La ville d'Ystad, il ne se passe jamais rien.
Ben, c'est comme la plupart des auteurs suédois. Ils vous balancent des histoires policières incroyables, alors qu'en fait, il ne se passe jamais rien. Si c'est le calme plat, quoi. Et donc, pour le coup, il a beaucoup d'imagination. Mais il y a aussi Michael Connelly avec Los Angeles, dont c'est le territoire, qui en parle merveilleusement bien. Il y a Ian Rankin avec l'Écosse, etc. Moi, j'aime les auteurs qui ont finalement un territoire. Et donc, effectivement, le sud-ouest, pas seulement les Pyrénées, mais tout le sud, autour de Toulouse, le Gers, etc., toutes ces régions, puisque le Cercle, mon deuxième roman, qui se passe dans une ville imaginaire, mais on peut imaginer que c'est plutôt dans le Gers ou des choses comme ça. Voilà, j'aime bien les géographies. Quand j'étais gamin et que j'adorais ouvrir un livre où il y avait une carte au départ. Ça pouvait être l'île mystérieuse. Il y avait un plan, une carte, ou l'île au trésor, ou un peu plus tard, le Seigneur des Anneaux. Moi, dès qu'il y avait une carte, c'était déjà une promesse d'évasion. Déjà, on s'évadait déjà à travers la carte. On avait cette géographie imaginaire qui s'installait. Et donc, j'ai toujours aimé ça, avoir cette géographie. D'ailleurs, pour mon premier roman, Glacé, où les lieux sont tous imaginaires, mais en même temps tous plus ou moins inspirés de lieux réels. Saint-Martin-de-Comminges, ça n'existe pas, mais ça ressemble quand même beaucoup, pour ceux qui connaissent, à Luchon, à Bagnères de Luchon. Au départ, j'avais même presque prévu de mettre une carte avec les différents lieux, l'Institut Varnier, avec cette vallée où il se trouve et où il y a cette colonie de vacances, la ville, etc., la station de ski au-dessus. J'avais presque imaginé de faire une carte. Je l'ai fait une fois, c'est pour une putain d'histoire, avec cette île fictive de Glass Island, qui elle aussi est inspirée d'îles réelles, hein, parce que c'est l'archipel des San Juan. Et en fait, Glass Island, c'est un peu une synthèse de Orcas Island, de San Juan Island et de la troisième dont j'ai oublié le nom, sachant qu'il y a aussi un service de police, en fait, des shérifs sur la principale. Et donc voilà, moi j'aime les géographies littéraires quelque part, et c'est pour ça que j'ai choisi cette région des Pyrénées. Et d'ailleurs, dans les Lucia, pour le coup, il y a des cartes. Au début de Lucia, il y a le plan de Salamanque et le plan de Ségovie, parce que c'est des villes absolument merveilleuses. Mais j'avais envie que les gens puissent se situer à l'intérieur de ces géographies-là, qu'ils puissent retrouver les lieux s'ils avaient envie, puisque c'est décrit avec assez de précision. Voilà comment le personnage de Lucia et les autres se déplacent à l'intérieur de la ville. C'est une ville étudiante, alors il y a des personnages d'étudiants, puis on les voit aller dans telle boîte de nuit, etc. Tout existe, ou presque. La faculté de droit existe, et du reste, dans le premier Lucia, puisqu'il y a un groupe d'étudiants en criminologie avec un professeur de criminologie qui ont leur bureau dans le roman, dans les sous-sols de la faculté de droit, on pourrait imaginer que c'est un fantasme personnel un peu inspiré du Silence des agneaux, où ça se passe beaucoup dans les sous-sols. Ben non, en fait, pas du tout. Ils ont vraiment leur bureau dans les sous-sols de la faculté de droit. Je les ai rencontrés, je ne le savais pas du tout. Et quand je suis allé là-bas, je me suis dit, mais c'est merveilleux, vous avez vos bureaux dans les sous-sols, c'est formidable. Alors, vous ne trouvez pas ça si formidable que ça, mais moi, ça m'arrangeait bien. Et d'ailleurs, dans le premier Lucia, il y a un étudiant qui est agoraphobe et qui a placé une tente de camping familiale à l'intérieur d'une pièce dans les sous-sols, où il a collé tous ses ordinateurs, parce que lui-même il a peur des grands espaces. Et donc quand j'ai visité les bureaux de ces étudiants, je leur ai dit, c'est bien, mais vos bureaux ils sont petits quand même. Vous n'auriez pas une pièce un peu plus grande? Et ils me demandaient pourquoi faire, mais ils m'ont dit, il y en a un qui s'est souvenu qu'il y avait un laboratoire de criminologie dont il ne se servait plus. Il était fermé à clé et plus personne n'y allait. Donc on a été chez le concierge de la faculté de droit, on a récupéré la clé, on est redescendu. Et là, on a ouvert la porte, et là, tout d'un coup, je vois une pièce qui faisait à peu près 11 mètres sur 7. Je m'en souviens parce que je l'ai mesuré en faisant un grand pas pour vérifier si ça collait avec ce que je cherchais. Et il y avait des portraits de Ted Bundy, de Charles Manson sur les murs. Il y avait un squelette dans un coin, il y avait des empreintes digitales. Et j'ai dit, mais c'est fantastique, c'est là que ça va se passer. Et en fait, le laboratoire, il s'en sert plus du tout. Il est juste dans mon roman, quoi, c'est tout. Et même le personnage alors je sais que je suis bavard, mais j'adore raconter des histoires. C'est pour ça que j'écris ces histoires-là. Et même le personnage du professeur qui s'appelle Salomón Borges, pour ceux qui ont lu Lucia, n'est pas inspiré du vrai professeur de criminologie, mais il y a un vrai professeur de criminologie qui s'appelle Eduardo Fabián Caparrós, et qui m'a donc présenté ses étudiants, qui m'a fait visiter tout, et donc qui est devenu un peu quelque part Salomón Borges même. Et donc depuis ces étudiants en criminologie de la faculté de droit, et tous les étudiants qui ont lu Lucia, puisqu'il est traduit en espagnol et il y en a beaucoup qui l'ont lu, ont surnommé Eduardo Salomón. Il l'appelle Salomón. Mais lui, il est ravi, hein, parce qu'il m'a demandé, il n'y a pas longtemps au téléphone, il me dit, est-ce que Salomón va revenir? Je lui ai dit, ah non, je suis désolé Eduardo, mais c'est fini.
Alors, vos thrillers sont traduits dans environ 25 langues. 27, ouais, à l'heure actuelle. 27. Quelle est celle à laquelle vous vous attendiez le moins, la plus inattendue? Oh bah, il y en a plein. Déjà, je ne m'attendais pas du tout à être traduit en 27 langues. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de langues. Ça fait, avec l'anglais et l'espagnol, ça fait à peu près les 5 continents, hein, puisqu'il y a du japonais, il y a du coréen, il y a toute l'Amérique du Sud avec l'espagnol, évidemment. Et j'ai fait j'ai été fait des festivals en Argentine, en Colombie, au Mexique. Tout était inattendu. Alors, pas les premières, l'anglais, l'espagnol, tout ça. Quand j'ai été publié, en réalité, quand j'ai publié Glacé, rien que le fait d'être publié, c'était déjà formidable. Après, le succès est arrivé assez vite, c'était encore plus formidable, mais jamais j'aurais pensé que je serais traduit en autant de langues. Une de celles qui me fait plaisir, moi je suis un grand fan de Joe Nesbø. Je trouve que c'est un des grands auteurs de thriller aujourd'hui. C'est vraiment un sacré auteur, j'allais dire un putain d'auteur. Et donc je suis traduit en norvégien, et cette année, Lucia est sorti en norvégien et a été numéro 1 des ventes là-bas. Et donc, au pays de Nesbø, ça, c'est une très belle récompense. Sinon, il y a des pays où... Alors, on a été en Bulgarie avec Franck Tillier, Michel Bussier, comme je l'ai dit, au mois de janvier, et Jérôme Loubry. Et alors, c'était très marrant parce que c'était 4 garçons dans le vent, quoi. Alors, il n'y avait pas d'autrices, et il y a de très bonnes autrices. Hein. Il y a Sonia Delzongle, il y a Sandrine Colette quand elle écrivait encore du polar, il y a plein de... Il y a Fred Vargas, évidemment, enfin, il y en a plein, hein, il y a Céline Dangean, etc. Il y a plein de... Mais là, on était 4 mecs. Et je pense qu'en fait, on a tous la même maison d'édition en Bulgarie. Je pense qu'en fait, l'éditrice bulgare s'est dit, je vais inviter les 4. Il y en a bien un qui va dire oui. Manque de bol, les 4 ont dit oui. Et elle nous a dit, et là j'ai paniqué parce que je me suis dit, là je suis complètement débordé, qu'est-ce que je fais? Comment j'organise ça, quoi? Un auteur, déjà c'est parfois compliqué, et ils n'ont pas des gros moyens. Je veux dire, on vend pas des dizaines de milliers d'exemplaires en Bulgarie, aucun des 4. Donc il y a des pays où effectivement on est traduit, mais c'est vraiment... Mais moi j'adore aller... Ça m'a permis de découvrir surtout des endroits où j'aurais peut-être jamais mis les pieds. Là on était à Sofia, je ne suis pas sûr que j'aurais été à Sofia sans cette... Et j'ai adoré être à Sofia, on a été dans des écoles et tout, c'est formidable. On a découvert ce pays qu'est la Bulgarie, dont je connaissais un peu certains auteurs comme... ils ont Gospodinov par exemple, qui est un immense auteur. Alors ici on ne connaît pas Gospodinov, mais Gospodinov... En Bulgarie, c'est un auteur gigantesque, c'est un auteur formidable. Ben, il était là, il est venu nous voir. Imaginez que des auteurs de Blanche nobelisés français viennent voir des auteurs de polar. Ça n'arrivera jamais, évidemment. Eh bien, en Bulgarie, ça arrive. Un auteur qui est un des plus grands auteurs mondialement connus, qui ne fait pas du tout du polar, hein, il est venu déjeuner avec nous, modeste auteur de polar. Demandez à Le Clésio de venir déjeuner avec nous, vous allez voir quelle sera sa réponse. Non, je dis ça, je dis rien. Mais donc, en fait, ça me permet de découvrir. J'ai été à Bratislava, j'aurais peut-être jamais mis les pieds à Bratislava, mais j'ai adoré. En Slovaquie, j'ai été dans des endroits totalement improbables. J'ai été en Amérique du Sud. Alors, comme je parle couramment espagnol, là en revanche c'est des pays que je connais un peu, mais bon, j'ai été à un festival à Medellín, vous vous rendez compte, dans l'ancien quartier populaire sur les hauteurs de Medellín, qui était à l'époque le fief de Pablo Escobar, où il était le roi, hein, et puis où la police ne rentrait pas. Aujourd'hui ils organisent des festivals de romans policiers au même endroit, et c'est extraordinaire. Alors, le commandant Servaz a fait son retour dans Un œil dans la nuit. Est-ce que vous pouvez déjà nous révéler ce que vous nous réservez après Lucia et Les Effacés? Ah oui, mais pas trop quand même. Alors, le Servaz va revenir, évidemment. Ceux qui ont lu Un œil dans la nuit savent qu'il y a une question qui reste pendante, c'est qui est derrière la porte? Alors moi, je le sais, mais je ne vous le dirai pas. Vous le saurez en 2025. Oui, là, moi, en ce moment, je suis avec Servaz. Je suis sur le prochain opus. Je m'amuse énormément. Mais avant de m'attaquer au prochain Servaz, je dis ça en passant, j'ai renoué avec quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps et que j'ai adoré faire à l'époque. C'est-à-dire que j'ai écrit des nouvelles. Je me suis remis à écrire des nouvelles. Donc j'ai sorti des vieilles nouvelles qui étaient dans les tiroirs depuis, certaines écrites avant Glacé même.
parce que j'ai fait beaucoup de concours de nouvelles et j'ai rencontré des talents de plume formidables dans les concours de nouvelles. Des gens comme Emmanuel Urien, qui ensuite a été publié à la NRF, des gens comme Georges Flippot, comme un auteur de polar que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Éric Foissier, avec son bureau des affaires occultes. Moi, j'ai connu Éric dans les concours de nouvelles avant même d'écrire des romans. Et donc, j'ai eu envie de renouer avec cet exercice très particulier qu'est la nouvelle. Moi, je suis un grand lecteur de nouvelles. C'est qu'en France, c'est très compliqué de publier des nouvelles, mais il y a des pays, les pays anglo-saxons, l'Espagne, d'autres pays, l'Europe centrale, où il y a vraiment encore aujourd'hui un appétit pour la nouvelle. J'en lis énormément et donc je me suis remis à écrire de nouvelles après avoir terminé Les Effacés, donc c'est-à-dire au début de l'année là. Et donc j'ai ressorti aussi celles que j'avais dans les tiroirs qui n'ont jamais été publiées. Je me suis dit tiens, et donc il y a un recueil de nouvelles qui va paraître au mois d'octobre, mais il y a aussi bien des nouvelles noires, il y en a quand même un certain nombre qui correspondent un peu à ce que j'écris aujourd'hui, mais il y a aussi des nouvelles de science-fiction, il y aura des nouvelles fantastiques parce que je suis un gros lecteur de littérature fantastique et de SF. Voilà, il y aura vraiment une très grande, il y a 15 histoires, il y aura une très grande diversité de styles, d'écriture, de thèmes. Ça sera vraiment protéiforme et j'ai pris un plaisir énorme à les écrire parce que vraiment j'aborde des choses très très différentes à chaque fois. Et là, depuis, j'ai arrêté les nouvelles et là, je suis reparti avec Servaz, mais ça a été une espèce de respiration. J'avais besoin de sortir un peu de l'univers du thriller pour mieux m'y replonger. Mais voilà, donc il y a ce recueil qui paraîtra à l'automne, directement en poche, hein, ça sera chez Pocket, ça ne sera pas un grand format. En France, on n'a pas cette culture de la nouvelle forcément qui existe dans d'autres pays. Si on sort une nouvelle en grand format, voilà, les budgets de mes lecteurs ne sont pas indéfiniment extensibles. Il y a plein d'autres formidables livres à lire à côté des miens. Donc on a préféré le sortir directement en poche pour que justement le plus de lecteurs possible puissent goûter à ça, quoi, à cet art de la nouvelle que moi j'aime tellement. Quelqu'un dans le public souhaite-t-il poser une question à Bernard Minier ? Moi, je me demandais, dans Lucia, il y a un passage où vous parlez de physique quantique, ouais. Et notamment du phénomène il me semble, c'est d'intrication quantique. Oui. Comment vous est venue cette idée de parler d'un sujet comme ça ? Alors, dans Lucia, ah oui, alors je vous rassure, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Ne me demandez pas non plus trop de détails. non, en fait, je suis quelqu'un de curieux, comme beaucoup de gens ici. Je m'intéresse à plein de choses, aussi bien à la science. Je trouve que d'ailleurs, petite parenthèse, je crois que c'est George Steiner qui a dit ça à une époque. George Steiner disait ça il y a déjà 20 ans, je crois. Il disait la littérature a raté la grande métaphore de la science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est entouré de science. Tout est science autour de nous. Ce micro, c'est de la science. Cette caméra, c'est de la science. Vos téléphones, c'est de la science. Qu'à chaque fois que vous allez sur Internet, c'est de la science. Et je trouve que la littérature, c'est pas assez emparée de ces thèmes-là, à part peut-être la science-fiction ou certains thrillers. La plupart des auteurs se fichent comme d'une guine de la science, alors qu'en fait, tout est science autour de nous. Et si on veut vraiment comprendre le monde dans lequel on vit, on doit quand même l'appréhender d'une manière ou d'une autre. Alors là, pour le coup, c'était une espèce de clin d'œil, parce qu'en fait, dans Lucia, ce sont des étudiants. Et donc, je crois que ça doit être dans la scène où il y a une étudiante, alors je ne vais pas trop spoiler quand même. Oui. Ouais, où il y a une étudiante qui rentre un peu bourrée chez elle, un peu ivre, parce que, alors je peux vous garantir qu'à Salamanque, les étudiants étudient, mais ils se font aussi la fête. Hein. Pour l'avoir vu de mes yeux, les boîtes de nuit sont pleines. Et donc elle rentre chez elle, et elle est étudiante en physique, et elle fait une référence en fait au concept en physique. On ne peut pas avoir à la fois la vitesse et la position, quelque chose comme ça, d'une particule. Et elle se fait cette réflexion en essayant d'introduire la clé dans la serrure de la porte, parce qu'elle ne peut pas être à la fois à la bonne vitesse et avoir la bonne position. Donc, mais c'est parce qu'elle est légèrement ivre. Et donc, c'est un petit clin d'œil. Il y a d'autres clins d'œil. Puisqu'il y a un étudiant en chimie aussi, ensuite, qui va se lancer dans une poursuite. Parce qu'en fait, moi, je suis passionné de tas de concepts scientifiques. J'adore. Et donc, j'essaie de glisser ça, mais comme j'essaie de glisser de la musique dans mes romans, avec personnages comme j'essaie des fois des références littéraires, des œuvres que j'ai lues, ou plein d'autres choses. Mais parce que je considère qu'effectivement, je trouve que la science n'est pas assez présente dans la littérature en général. Voilà, il y a des auteurs qui ont des notions scientifiques, mais il n'y en a pas énormément. Et je trouve que c'est dommage. Et je ne suis pas le premier à le dire, puisque George Steiner, qui était quand même un des grands philologues et grands
critique littéraire et grand spécialiste de l'exégèse littéraire, disait déjà ça il y a 20 ans, qu'on avait peut-être raté ce grand défi qu'est la science dans la littérature. Bonsoir. Bonsoir. Parmi tous les livres que vous avez écrits, Oui. lequel avez-vous le plus aimé écrire et pourquoi ? J'en sais rien. Moi, je les aime tous, personnellement. Je ne sais pas, c'est difficile. Celui pour lequel j'ai le plus de tendresse, c'est Glacé, parce que c'est le premier. Puis c'est avec ça que tout a démarré. Donc, puis je l'ai écrit à une époque où je faisais un autre métier, donc j'étais pas encore écrivain. Donc, je ne savais pas du tout si ça allait marcher ou si ça allait pas marcher. C'était quand même... mais bon, j'ai réfléchi. J'aime bien une putain d'histoire. Mais là, c'est lié au voyage. On a fait un voyage extraordinaire quand j'ai voulu l'écrire. On est parti dans ces îles San Juan. Je ne sais pas si vous connaissez la région de l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis, près de la frontière canadienne. Il y a la chaîne des Cascades qui est absolument extraordinaire. Il y a la péninsule olympique où vous avez les seules forêts pluviales de l'hémisphère nord avec des arbres gigantesques avec de la mousse partout. Il pleut tout le temps. C'est vraiment une région fascinante. Et puis on s'est tellement amusé en faisant ce voyage. Moi j'ai rencontré des policiers américains partout. C'était assez fascinant quoi, de voir la façon dont ils raisonnent déjà. Alors il y a une anecdote parmi d'autres. Au début d'une putain d'histoire, c'est une anecdote que je raconte souvent, je vous rassure. Au début d'une putain d'histoire, il y a Henry, le narrateur, qui se dispute avec sa petite amie sur le pont d'un ferry. Parce que là-bas les étudiants, c'est un lycéen, les étudiants prennent le ferry pour aller sur le lycée qui est sur le continent. Ça c'est réel. Et donc, il se dispute avec elle, elle va disparaître. On va retrouver son cadavre le lendemain sur une plage. Donc, il va être le premier suspect. Parce que sur les ferries, il y a des caméras de surveillance. Et quand il se dispute, il est filmé par une caméra de surveillance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis monté sur le ferry en question ? J'ai photographié les caméras de surveillance. Alors, je voulais être sûr. En fait, c'est pour vous dire à quel point, des fois, je pousse pas toujours, mais souvent, le réel. Parce qu'elle disparaît sur ce ferry. On ne sait pas si elle est tombée à l'eau. On ne sait pas si elle est montée dans une voiture. Et il faut qu'il y ait un angle mort entre les caméras de surveillance. Il faut que ça soit possible. Personne ne va aller sur le ferry dans les îles San Juan pour vérifier si ce que j'ai écrit, ça marche vraiment. Il faudrait vraiment que ce soit un fan fou furieux. Mais a priori, personne ne va le faire. Mais moi, je voulais que ça soit plausible. Donc, je suis remonté sur le ferry, j'ai cherché les angles morts, j'ai photographié les caméras de surveillance. Et à un moment donné, il y a un grand gaillard qui est arrivé avec des lunettes noires marquées Homeland Security, avec le micro, le pétard et tout, et qui s'est approché de moi et qui me dit « Mais pourquoi vous photographiez les caméras de surveillance ?» Voilà. Mais on s'est tellement amusé à faire des choses comme ça. On est rentré dans une prison aussi à Bellingham, qui est à la fois un service d'un shérif, c'est le Whatcom County Sheriff Office. Ils sont à peu près 80 policiers. C'est aussi une prison hyper sécurisée parce qu'il y a des gangs latinos qui viennent de Californie pour contrôler le trafic de drogue sur la frontière avec le Canada. En fait, il y a une espèce de guerre avec les Hells Angels canadiens pour contrôler la frontière et le trafic. Donc c'est hyper sécurisé. Il y a je ne sais pas combien de membres de gangs latinos qui sont enfermés là-dedans, dans cette prison. Et nous, on avait rencontré avec Christophe, qui me servait de chauffeur. C'était un policier, Christophe Guillemot, c'était un auteur de romans policiers aussi, publié chez Liana Lévy. C'est aussi un policier, il vient de prendre sa retraite. Donc c'est lui qui me servait de chauffeur, en fait. Et donc on avait rencontré une serveuse dans un restaurant. Et Christophe l'avait un peu baratiné, quoi. Et à un moment donné, il lui a dit ouais, il est auteur de romans policiers, etc. Il est super connu. Pas aux États-Unis, en France. Et donc, elle m'avait dit ah, mais vous écrivez quoi comme. Moi, j'écris des polars, des thrillers. Et donc, Alison, elle s'appelait la serveuse, elle me dit vous voulez visiter le service du shérif ? Je dis ah, bah, évidemment que je veux visiter le service du shérif. Et le lendemain, à 13h, on était devant cette prison, ce service du shérif, avec des sas partout, des mesures de sécurité. Et avant de me donner mon badge, le garde à l'entrée me demande ma pièce d'identité, sauf que mon ex-femme était partie faire du shopping avec mon passeport, donc j'avais rien sur moi. Et là, je lui dis ah ben, je suis désolé, j'ai pas de papier. Et le garde américain me dit mais je peux pas vous laisser rentrer, c'est une prison, c'est hyper sécurisé, je vous connais pas. Et là, j'entends Alison derrière moi, qui est la serveuse, qui me dit t'inquiète pas, je le connais très bien, c'est un très bon ami. Elle me connaissait depuis la veille. Hein. Et bien, on est rentré dans la prison et on a passé 3 heures ou 4 heures là-dedans à poser des dizaines de questions sans que j'ai jamais eu à montrer un papier d'identité.